Que doit-on gérer en classe? Il y a beaucoup de choses à gérer. Entre autres, on trouve la gestion de l'espace classe, la gestion de l'espace du tableau. Il faut savoir utiliser le tableau. On n'écrit pas n'importe comment et n'importe où. La gestion du temps d'enseignement et du temps d'apprentissage, la gestion des hétérogénéités des niveaux. On sait que dans une classe, il n'y a jamais un niveau homogène, il y a toujours des bons, des moins bons et d'autres qui ont des difficultés. Il faut savoir comment gérer ces différences. La gestion de l'imprévu, conflits, incidents, etc. La gestion de l'erreur, la gestion du contenu, la gestion du stress, des émotions, et ainsi de suite. Donc tout cela, il faut y penser à l'avance et voir comment on peut le gérer. Pour une bonne gestion de la classe, il faut penser à la mise en place, en commun accord avec les apprenants, d'un ensemble de règles à observer sous forme de règlement de la classe dès le début de l'année. Et à chaque fois que l'occasion se présente, il faut le leur faire rappeler. Donc c'est comme une sorte de contrat avec les apprenants. Ensuite, il faut adopter une stratégie de communication qui prend en compte les besoins psychologiques de l'apprenant, estime de soi, reconnaissance, etc. C'est-à-dire, dans ce contrat, il ne faut pas oublier l'implication de l'apprenant. C'est très important. On ne lui impose rien, mais on se met d'accord avec lui et comme ça, il acceptera ce contrat et il le respectera. Gestion des relations apprenant-apprenant et apprenant-professeur. Gestion efficace de l'espace et du temps, ça on l'a déjà vu, et on le répète encore une fois. Il faut éviter les temps morts, parce que ce sont les temps morts qui excitent les apprenants, et comme ça, bien sûr, ils vont être très turbulents, ils vont faire du bruit, ils vont vous déranger, ils vont déranger les autres, etc. Donc il faut éviter les temps morts. Quand il y a une petite pause entre une séance et une autre, il faut savoir comment gérer cette pause. Et il faut choisir des situations motivantes, des situations d'apprentissage motivantes. Il ne faut pas que les apprenants tombent dans l'ennui. Il ne faut pas les ennuyer.
Alors, il faut rappeler que un enseignant doit aller d'un style à un autre. On ne pratique pas toujours le même style, on n'adopte pas toujours le même style, mais on essaie d'adopter différents styles selon la situation au sein même d'une même leçon. Pourquoi pas? Alors, selon Marguerite Alté, le style d'enseignement est un comportement et une méthode individuelle que l'enseignant adopte dans une relation d'interaction avec ses apprenants. Donc ça, c'est la définition du style d'enseignement. C'est un comportement et une méthode individuelle que l'enseignant adopte dans une relation d'interaction avec ses apprenants. Vous voyez, interaction, on insiste sur ça. Ce n'est pas l'enseignant ne doit pas toujours monopoliser la parole et les apprenants se contentent juste d'écouter et de recevoir, mais ils doivent être impliqués aussi dans la construction de leurs apprentissages. C'est un ensemble de techniques adoptées par l'enseignant dans sa méthode d'enseignement et qui sont liées à sa personnalité. Donc chaque enseignant a sa propre personnalité. Et la personnalité, bien sûr, d'un enseignant a une influence sur le style ou les styles d'enseignement qu'il adopte. Le style d'enseignement varie d'un enseignant à un autre, ça c'est tout à fait normal, selon les caractéristiques individuelles de sa personnalité. Donc il faut avoir une personnalité en classe. Il faut avoir un certain charisme, un certain leadership dans une classe pour être respecté, pour être écouté et pour être un modèle pour les apprenants. Ça, c'est très très important. Et ce n'est pas facile à acquérir. C'est tout un travail sur soi qu'il faut bien sûr faire. Il faut travailler sur soi, il faut travailler sur son développement personnel. Le style d'enseignement apparaît à différents niveaux. Au niveau des approches adoptées, au niveau de l'approche relationnelle et au niveau méthodologique. Commençons par le niveau des approches adoptées. Permissives ou transmissives, etc. Alors, il y a deux styles. Un style direct, il ne prend pas l'apprenant comme centre d'intérêt, et un style indirect qui se caractérise par une ouverture sur les idées et la sensibilité des apprenants. Donc, ouverture sur les idées et la sensibilité des apprenants. Deuxièmement, le style d'enseignement apparaît au niveau de l'approche relationnelle. Où on doit valoriser l'apprenant, mais dans des limites, il ne faut pas le survaloriser quand même. Il faut savoir critiquer quand il le faut, mais critiquer, bien sûr, pas méchamment. Il ne faut pas blesser l'amour propre d'un apprenant. Et surtout à cette époque-là, à cette phase dans leur vie, c'est la préadolescence ou l'adolescence, ou même pour des enfants. Il ne faut pas blesser la dignité d'un enfant. Il ne faut pas toucher à la dignité d'un enfant. Il y a certains enseignants qui insultent, qui se permettent d'insulter les apprenants devant leurs camarades, de les humilier, de les frapper même. Ce sont des pratiques à éviter. Recours au feedback, des répétitions, des reformulations, c'est très important parce qu'il y a certains apprenants qui ont un certain retard un petit peu pour assimiler les apprentissages. Donc il leur faut certaines répétitions, certaines reformulations pour qu'ils saisissent mieux. L'enthousiasme de l'enseignant, il doit donner vie à ce qu'il enseigne.
Donc il ne faut pas que ce soit monotone et ennuyeux. En troisième lieu, le style d'enseignement apparaît au niveau méthodologique. Donc il faut veiller à la clarté et à la pertinence de la présentation, d'où nécessité d'une bonne préparation, la qualité des questionnements et des situations proposées, la maîtrise de la méthodologie. Cela, bien sûr, exige une préparation sérieuse en amont. On ne va pas en classe comme ça, il faut bien sûr bien préparer sa fiche et il faut prévoir le scénario du déroulement de la séance. La pratique de classe revêt différentes dimensions. Des dimensions personnelles et relationnelles, une dimension pédagogique et une dimension didactique. Alors, le style d'enseignement représente l'interaction entre ces 4 types de dimensions, à savoir, on le rappelle encore une fois, dimension personnelle, dimension relationnelle, dimension pédagogique et dimension didactique. Alors, la dimension personnelle, la dimension relationnelle concerne la qualité de la communication et la gestion des interactions en classe, les relations psycho-affectives et sociales, l'instauration d'un climat sain et détendu qui favorise le bon déroulement de l'opération enseignement-apprentissage, l'image que se fait l'enseignant de ses apprenants. Effet, là, il faut voir l'effet Pygmalion et l'effet Golem. La deuxième dimension, c'est la dimension pédagogique. Elle concerne les gestes professionnels adoptés par l'enseignant dans sa pratique de classe. Organisation des activités et des interactions pour inciter les apprenants à la construction de leurs apprentissages et au développement de leurs capacités et leurs compétences. Répartition des tâches, catégorisation des problèmes et leur résolution de manière indépendante, mettre l'apprenant en confiance, adopter le principe de la progressivité, gestion rationnelle du temps selon le degré de complexité de la tâche et en fonction de la capacité de l'apprenant. Gestion de l'espace classe, qualité de l'exploitation des outils didactiques. Donc là, ça concerne la dimension pédagogique. Troisièmement, dimension didactique. Choix et organisation des méthodes didactiques, des stratégies et des styles d'enseignement. Là, c'est le côté didactique. Mais il faut rappeler que le didactique et le pédagogique sont toujours liés. On ne peut pas les dissocier. Il n'y a pas de clivage entre les deux. Ils sont complémentaires et interdépendants, les deux côtés, les deux volets, didactique et pédagogique. Deuxième point, exploitation des contenus, le choix des contenus, leur adaptation au niveau et aux besoins des apprenants, la planification. Si par exemple dans un manuel vous avez un texte que vous jugez inapproprié aux besoins réels des apprenants, donc vous pouvez bien sûr recourir à d'autres supports qui sont peut-être plus importants.
Recours à des règles didactiques, analyse, remédiation didactique, contrat didactique, obstacle didactique, etc. Et il y a un point très intéressant dans cette dimension, c'est la pratique réflexive. C'est grâce à la pratique réflexive que l'enseignant peut améliorer sa pratique de classe. Dans les deux dimensions, aussi bien dans la dimension didactique que dans la dimension pédagogique. La pratique réflexive, c'est-à-dire je réfléchis à la fin de la séance au côté fort, au point fort et au point faible de ma pratique de classe. Ça veut dire à la fin d'une séance, j'essaie de voir est-ce que ma leçon a réussi, pourquoi, quels sont les points forts. Si ça n'a pas marché, je dois savoir pourquoi et je dois essayer de rectifier le tir par la suite. Pour analyser des pratiques d'enseignement au sein de la pratique réflexive, on recourt à deux définitions selon Alté. On va définir le terme analyse, analyser, et le terme de pratique. Selon Alté, analyser, c'est reconnaître et déterminer des éléments séparés et identifier la relation entre eux en y trouvant une signification. C'est-à-dire on trouvait une signification dans cette relation. Pratique, c'est une compétence individuelle d'une personne dans un groupe déterminé, conformément à des critères reconnus par un groupe professionnel. Et ici, il s'agit de l'enseignement. Cela signifie sa méthode, c'est-à-dire la méthode de cette personne, sa méthode particulière lors d'une activité d'enseignement. Le choix des activités, comportements, gestes, stratégies, processus adoptés, décisions, etc. Donc, mais avant, bien sûr, d'analyser la pratique d'un autre enseignant, on doit essayer de commencer par s'auto-analyser, analyser sa propre pratique. À la fin de la séance, j'essaie d'analyser ma propre pratique. Mais on peut toujours, bien sûr, analyser la pratique d'un autre enseignant quand il y a une observation de classe ou bien quand vous visionnez une vidéo. Analyser une pratique d'enseignement ou des pratiques d'enseignement, ce n'est pas évaluer ou juger, mais c'est plutôt trouver les significations des rapports entre les comportements et les gestes professionnels de la pratique de classe. Donc on essaie de trouver des significations des rapports entre les comportements et les gestes professionnels de la pratique de la classe. Pour l'enseignant, il s'agit d'analyser ses propres activités en se basant sur une pratique réflexive à la lumière des apports théoriques en didactique, en pédagogie et en communication. Cela constitue donc une opportunité pour l'enseignant afin de renforcer ses différents savoirs et développer progressivement ses compétences professionnelles. Et là, je vous conseille vivement de vous entraîner à l'analyse de pratique de classe. C'est très, très, très important. Vous pouvez même concevoir une grille pour pouvoir mener efficacement cette analyse. Pour améliorer sa pratique d'enseignement, il faudrait se baser sur deux principaux critères. Des critères didactiques et des critères pédagogiques, sans oublier aussi, bien sûr, les critères personnels et relationnels. En ce qui concerne les critères didactiques,
Il faut travailler sur la maîtrise du contenu et sa correction sur le plan scientifique. Donc il faut maîtriser ce qu'on enseigne. C'est très important ça. On doit insister sur l'importance qu'on accorde aux erreurs des apprenants et leur traitement. Donc il ne faut pas laisser passer comme ça. Il faut essayer de noter ces erreurs et de penser à leur remédiation. Soit en procédant à des remédiations immédiates ou à des remédiations programmées pour plus tard et mieux structurées. Troisième point, le critère concernant le degré de complexité des tâches à exécuter. Donc il faut que la tâche à exécuter contienne une certaine complexité. Il ne faut pas qu'elle soit trop facile, parce que comme ça, l'apprenant n'apprendra rien. Une complexité, mais accessible. Quatrième point, le respect du principe de la progressivité. Il faut toujours voir les acquis antérieurs pour pouvoir avancer. La gestion des situations d'apprentissage selon diverses approches, donc il faut varier ces approches et ces pédagogies. La pertinence des apprentissages. Il faut faire sentir aux apprenants l'importance de ce qu'ils apprennent, la pertinence de ce qu'ils apprennent. Comme ça, ils vont mieux s'impliquer dans la construction de leur propre... En deuxième lieu, des critères pédagogiques. Les situations d'apprentissage que l'enseignant doit choisir doivent être motivantes et attrayantes et doivent avoir une relation avec le vécu de l'apprenant pour mieux impliquer l'apprenant dans son apprentissage. Il faut partir des représentations des apprenants et de leurs acquisitions antérieures, en respectant le principe de la progressivité, bien sûr. Planifier suivant différentes approches, l'approche par compétence, l'approche actionnelle, entre autres. Gestion rationnelle du temps et des activités, gestion de la classe, dimension réflexive. Et là, on revient à la pratique réflexive. Enfin, en troisième lieu, des critères de communication et d'interaction. Il faut impliquer les apprenants et encourager leur participation de manière équitable. Il ne faut pas travailler toujours avec ceux qui sont brillants, ceux qui lèvent tout le temps leurs doigts ou leurs mains. Il faut essayer d'être démocratique avec vos élèves. Il faut faire participer tout le monde, chacun selon ses propres capacités. Il faut écouter attentivement leurs réponses et leurs interventions, parce qu'on remarque qu'il y a beaucoup d'enseignants, quand ils posent la question, ils ne font pas attention aux réponses, mais ils réfléchissent juste à la question qu'ils vont poser après. Donc il faut accorder le temps aux réponses des apprenants. Il faut les écouter et il faut écouter leurs réponses. Et enfin, il faut créer des interactions. Il faut procéder aux corrections et aux reformulations. Donc ne corrigez pas les erreurs vous-même. Il faut laisser l'occasion à l'apprenant qui a commis l'erreur de s'autocorriger d'abord lui-même. S'il n'y arrive pas, vous demandez à quelqu'un d'autre de la lui corriger. C'est comme ça, bien sûr, qu'on peut mieux avancer. Il ne faut pas que l'enseignant corrige l'erreur. Quand est-ce qu'il corrige l'erreur? Si les apprenants n'y arrivent pas.
Bon voilà, nous sommes au terme de notre séance et au terme de la troisième partie du deuxième module, la gestion. Il nous restera pour la prochaine vidéo, Inch'Allah, le troisième module, l'évaluation des apprentissages. Alors, je vous remercie de votre attention et à la prochaine vidéo qui sera consacrée à ce module, l'évaluation des apprentissages. Et là, je vous rappelle le lien de ma chaîne, il est là. Et je vous conseille d'essayer de revoir ces vidéos, essayer de prendre des notes sur des cahiers que vous allez réserver vous-même à ces modules. Comme ça, vous pourrez mieux mémoriser, vous pourrez mieux, bien sûr, travailler sur votre réflexion, sur votre pratique réflexive. Alors, au revoir et à la prochaine.